bienvenue à Deux Fiscalistes un podcast. Aujourd'hui, je suis avec Professeur Reggie et Jonathan Etier. Pour le deuxième épisode de Jonathan Etier. Ah, moi, je suis simplement Jerry. Simplement Jerry, comme d'habitude. Donc, on est avec Jonathan Etier pour le deuxième épisode, toujours sur la vérification fiscale. Cette fois-ci, on va rentrer un peu plus en profondeur sur certains éléments. Donc, je vais laisser la parole à Reggie pour la première question. Maintenant qu'on se connaît, là, Ben oui. tantôt, tu nous en as passé une petite vite là, quand on posait les questions des honoraires. Là. Fait que la grande question maintenant, là, combien ça peut coûter un avocat fiscaliste? Là? À Montréal, disons. On reste dans la grande région de Montréal. On ne rentre pas dans les régions et tout. Là. C'est une très bonne question. Je dirais que, de façon générale, le modèle au niveau des avocats, même les avocats en général, mais les avocats fiscalistes en litige fiscal qui vont accompagner un client en vérification fiscale, c'est pas rare que ça va être fonction d'un taux horaire selon le temps qui est investi. Hein. Donc, on ne sait jamais la vérification fiscale va prendre combien de temps. Est-ce que ça va être 2 semaines, 3 semaines? Combien de temps va être investi? Donc, c'est pas rare que ça va fonctionner selon le taux horaire des professionnels. Puis, bon, à Montréal, chaque bureau est différent. Les taux horaires vont dépendre, mais oui, là, ça peut coûter assez cher. Je vois dans tes yeux que tu souhaites avoir un chiffre. Ce que je peux dire, c'est qu'un avocat fiscaliste qui a une maîtrise en fiscalité, par exemple, qui est membre du barreau, ça serait surprenant que son taux horaire soit inférieur à 100 $. Ouais. 100 $. Écoute, moi, je vais me permettre d'aller plus loin que ça. Des avocats fiscalistes en bas de 300-400, j'en ai pas vu beaucoup. Et je vais aller plus loin que ça. Si j'avais un avocat fiscaliste en bas de 300-400, je ne sais pas à quel point même je voudrais aller avec lui. Il semble qu'il y a quand même un minimum de standards. Mais écoute, en bas de 100, effectivement, c'est peu probable d'en trouver un. Ouais. Je ne te demanderai pas de confirmer, mais selon moi, même en bas de 300-400, à l'heure, il n'y en a pas. Mais quand tu es rendu à aller voir un avocat fiscaliste, ça vaut la peine. Puis même le 300-400, généralement, l'économie d'impôt qui va venir va être de loin supérieure au taux horaire aux honoraires que ça va coûter. C'est certain qu'il faut qu'à quelque part, ça fasse du sens financièrement pour un client de retenir les services d'un avocat fiscaliste spécialisé en litige fiscal. Puis parfois, tu sais, un client peut retenir les services, puis son dossier s'enligne pour frapper un mur. Puis ça va être la responsabilité de l'avocat de lui dire rapidement que, mais écoute, je pense que tu n'as pas de dossier, tu sais. Puis les honoraires vont pas nécessairement être astronomiques là, au niveau du dossier. Ouais. Ça t'est déjà arrivé qu'un client est venu te voir, puis hey, là, je suis pas content, hein, Revenu Canada, fait du ça. Puis tu regardé, tu te dis, écoute, ben dans le fond, un peu d'accord avec eux autres. C'est certain que si dans notre travail, on va accompagner le client, qu'on prend connaissance de la position des autorités fiscales et qu'on voit que le client n'a pas nécessairement d'arguments, n'a pas de documents au soutien de sa position et que, on voit que down the road, ça va être difficile de faire valoir ses droits, mais ça va être notre devoir de lui mentionner rapidement, là, je pense, ouais. Est-ce que quand il y a une vérification fiscale, puis là, bon, moi, je ne suis pas en pratique comme vous deux, fait que je peux me permettre de parler d'expérience et de sentiments et de ce que les autres fiscalistes me parlent. En pratique, quand l'administration fédérale, je veux dire ça comme ça, pas les nommer, l'administration fédérale arrive dans un dossier, des fois, généralement, ce que j'entends, plus ça a changé dans les derniers mois, dans les 2 dernières années, mais avant, c'était qu'ils étaient plus, bonjour, on vient vérifier de manière générale. C'est qu'il n'y avait pas de... C'est ça. Puis vous allez comprendre ma comparaison. Versus une administration provinciale qui, elle, puis pour l'avoir vécu dans bien des dossiers, quand ils arrivent comme des bulldozers, puis c'est pratiquement... C'est sûr que tu as sauvé, que tu as fait de quoi de croche, et on est là pour le prouver. Tu sais, la différence d'approche versus je viens vérifier de manière neutre versus je pense, en fait, pas je pense, je suis convaincu que tu as fait de quoi de pas correct, donc je vais demander des informations et je vais rester jusqu'à temps que je trouve de quoi de pas correct. Puis là, on peut voir tous les rapports de protecteurs citoyens et vérificateurs, plutôt que cette administration provinciale-là s'était fait taper ses doigts à multiples reprises sur son attitude en arrivant avec les contribuables. Est-ce qu'il y a une certaine présomption d'innocence? Que quand une vérification commence, tu es présumé avoir respecté la loi jusqu'à temps qu'il y ait une preuve contraire, ou c'est comme, ben non, tu n'es pas accusé de rien, fait qu'il n'y a pas de notion de présomption quelconque.
Oui, mais on pourra parler de peut-être ultérieurement de bénéfices qui pourraient être accordés aux contribuables. Mais de façon générale, en vérification fiscale, il n'y a pas un concept de présomption d'innocence ou que les informations. En fait, l'équivalent de ça, si on veut, ça serait que le contribuable a adéquatement déclaré ses revenus. Hein? Donc, il n'y a pas cette présomption-là et le vérificateur peut. C'est pas nécessairement que la position est prise que le contribuable est coupable de quoi que ce soit, mais le vérificateur a le pouvoir de vérifier l'exactitude des informations qui ont été déclarées par le contribuable. Tout ça, c'est sous un voile qui est assez neutre et le contribuable ne devrait pas être présumé ne pas avoir déclaré les choses adéquatement, par exemple. C'est plus de poser des questions puis de voir si ce qui a été déclaré est exact, finalement. Jay, je sens qu'il y a quelque chose qui... Tu brûles les lèvres de questionner par rapport à ça. Non, on va y arriver durant le cours de discussion. Je sais, oui, il y a des éléments qui brûlent les lèvres, principalement par rapport à la prescription, puis qu'est-ce qui permet à un vérificateur de dire qu'il y a une négligence, mais on va y aller. On va y aller. Est-ce que c'est possible, parce qu'au Québec, on est les chanceux à travers le Canada, à avoir 2 administrations fiscales. Oui. Est-ce que c'est possible que Revenu Canada et Revenu Québec, en même temps, vérifient le même contribuable sur les mêmes éléments? Oui. Bien, la réponse est oui. En pratique, je pense que c'est quelque chose qu'on ne voit pas nécessairement à toutes les semaines, mais dans la mesure où un contribuable ferait l'objet d'une vérification simultanée par l'Agence du revenu du Canada et Revenu Québec pour un même élément, une même année d'imposition, et c'est pas écrit nulle part, mais évidemment, on peut communiquer avec le vérificateur d'un des paliers puis lui dire, écoute, je fais déjà l'objet d'une vérification fiscale concernant la même année d'imposition pour la même chose. Est-ce que ça serait possible de mettre votre vérification fiscale sur pause le temps que je termine ma collaboration avec l'autre palier? Puis, je vois pas pourquoi ça serait problématique à ce moment-là. Là, ouais. Et est-ce que les administrations fiscales sont obligées de respecter ce que l'autre a décidé? Donc, par exemple, on va changer, on va laisser Reggie électrique, on va aller avec Gérard Plomberie. Donc, Gérard Plomberie a déduit une dépense. Revenu Canada a dit, je l'accepte, il n'y a pas de problème. Revenu Québec, en même temps, fait sa vérification, puis dit, ben moi, je la refuse. Ou Revenu Québec est obligé de dire, ben si l'ARC l'a accepté, moi, je vais l'accepter aussi, peu importe mon jugement ou quoi que ce soit. Ou l'inverse. Est-ce qu'ils sont obligés de respecter la position de l'autre? La réponse est non. Donc, les autorités fiscales sont... le provincial n'est pas obligé de suivre le fédéral et vice-versa, peuvent avoir des positions différentes sur une déduction qui sera en litige, par exemple. Ceci dit, ce qu'on va voir en pratique, par exemple, c'est que si... par exemple, Revenu Québec a émis certaines cotisations qui refusent, par exemple, certaines dépenses, mais c'est pas rare que le fédéral va émettre des cotisations miroirs, si on veut, qui font les mêmes ajustements puis qui, en pratique, viennent démontrer leur accord avec le travail de l'autre palier. Là. Ouais. Chose qui se... Ben, en fait, c'est un peu... Je crois que tu as répondu à la question, mais une autre mise en situation... Est-ce que je pourrais, par exemple, en 2026, avoir l'ARC qui vient vérifier 2024-2025, ne voit rien, dit merci, bonne journée, monsieur, et en 2027, avoir Revenu Québec qui revient, qui eux aussi viennent voir 24-25 pour X raison, dit ben là, tu leur dis, hey, l'ARC est déjà venue, là, elle check la même chose que vous, elle regarde la même chose que vous, puis ils n'ont rien trouvé. Ouais. Revenu Québec aurait, de ce que je comprends, Revenu Québec aurait le droit de dire, ben écoute, je comprends, je vais faire ma propre analyse, je reveux tous les documents et plus s'il y a lieu, et ça se peut que je cotise même si Revenu Canada a dit non. C'est ça. Donc, Revenu Québec n'a pas les mains liées par le travail du fédéral et vice-versa, pourrait arriver à un résultat qui est diamétralement opposé. Ça serait quand même surprenant. Mais dans la mesure où, par exemple, un contribuable est déjà passé à travers une vérification avec le fédéral, et qu'aucun ajustement n'a été apporté à sa déclaration de revenus suite à la soumission de certains documents, par exemple, quoi que ce soit. Mais ça serait
stratégiquement une bonne chose pour ce contribuable-là d'expliquer à Revenu Québec, écoute, j'ai déjà fait l'objet d'une vérification par le fédéral, ça visait telles années, ça visait telle déduction, j'ai fourni tel document et on a accepté ma position au niveau fédéral. Puis Revenu Québec devrait être sensible à cette situation-là. Devrait. Il n'est pas obligé. Devrait. C'est le conditionnel présent ici. Oui. Ouais. Tu mentionnais lors du premier podcast que Revenu Québec donne des délais, par exemple, une demande de vérification, on demande 30 jours, puis tout. Ça a été un one-shot deal, mais une fois le pic, j'ai vu, c'était 7 jours. On a dit que c'était complètement déraisonnable. Mais généralement, ils vont donner 30 jours. Ils sont généralement ouverts à un délai supérieur à 30 jours, tout dépendant des prescriptions. Donc, quand est-ce que l'année devient prescrite, donc on ne peut plus la vérifier, sauf s'il y a faute lourde. De l'autre côté, c'est quelque chose que j'ai vécu qui était très frustrant en pratique, où Revenu Canada ou Revenu Québec m'imposait un délai de 30 jours, avec une extension de 30 jours, peu importe 60 jours, mais que quand je leur donnais les informations, eux pouvaient prendre, écoute, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 9 mois. Le pire que j'ai vu, c'est 1 an avant de me revenir. Mm-hmm. Est-ce que je peux exiger du vérificateur de me revenir pour une date X ou un délai X? Oui. C'est certain que le contribuable ne peut pas assujettir le vérificateur à un certain délai ou lui demander de respecter un certain délai. Le vérificateur, ultimement, peut faire ce qu'il veut, prendre le temps qu'il veut pour analyser les pièces et on peut peut-être s'entendre à l'amiable. Quand est-ce que vous pensez que vous allez me revenir? Je vous ai soumis tel document. Pensez-vous que vous allez me faire un suivi dans 30 jours et avoir une certaine discussion à ce niveau-là, mais on ne pourra pas exiger un certain délai au vérificateur. Mais c'est certain que c'est pas rare que les délais qui sont soumis au niveau des contribuables sont assez courts, effectivement, mais règle générale, on est capable de se parler. On peut obtenir une extension si on pense que c'est utile là, pour le dossier. Bon, fait que si je ne peux pas négocier les délais du côté des administrations fiscales, je peux négocier les miens, mais pas les leurs. Légende urbaine qu'on entend, Jerry et moi sommes un petit peu trop jeunes pour avoir vécu ça, et toi aussi d'ailleurs, je crois que tu es trop jeune pour avoir vécu ça, mais je te demande si ça se fait encore. Est-ce qu'on peut négocier notre impôt? Qu'est-ce que je veux dire par là? Le vérificateur arrive, l'exemple le plus exagéré, là, un vérificateur m'envoie une lettre de vérification, me dit qu'il veut vérifier toute ma société, puis j'ai dit, j'écoute là, Jerry, mon vérificateur. J'écoute, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, là. Fait que, qu'est-ce que t'en penses, là? Envoie-moi une cotisation de 10 000. Ça va être bon pour tes stats. Envoie-moi une cotisation de 10 000. Je te paye ça. Tu clores mon dossier. C'est correct? Oui. Est-ce que je peux faire ça? Ben, lorsque deux... ça serait beau, hein? Ça serait beau de... Ouais, mais... Hélas, non. Donc, lorsque deux parties privées se chicanent devant les tribunaux pour une chicane de clôture, par exemple, on peut s'entendre pour, OK, je vais te donner un certain montant, par exemple 5 000 $. Personne admet quoi que ce soit par rapport au dossier. Personne n'a tort, mais pour les seules fins de mettre un terme à notre litige, je te donne un certain montant monétaire et on n'en parle plus, on règle notre dossier. Avec les autorités fiscales, avec Revenu Canada, Revenu Québec, malheureusement, pas malheureusement, mais ça ne fonctionne pas comme ça. La jurisprudence est à l'effet que les autorités fiscales ne peuvent pas arriver à une cotisation qui est injustifiable en fait et en droit. De régler un dossier simplement en échange d'un montant monétaire qui ne fait pas de sens avec les faits du dossier ou la législation applicable, ça ne marche pas et les autorités ne peuvent pas arriver à ce genre de règlement-là. Donc, ceci dit, un règlement avec les autorités fiscales, c'est possible, mais il faut que ça fasse du sens au niveau des faits puis au niveau de la loi. Donc, on peut s'entendre sur certains faits. Les autorités peuvent reconnaître certains faits au niveau du dossier puis lorsqu'appliqué avec la disposition législative pertinente, nous donne, par exemple, droit à la déduction pertinente et on peut s'entendre pour un règlement. Mais non, on ne peut pas simplement faire un chèque au receveur général là, pour 10 000 $ pour fermer son dossier. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ouais. J'ai entendu des légendes urbaines et qu'il y a, des années 90 et début 2000, c'était possible de le faire. Et ça venait de vérificateurs des administrations fiscales qui m'ont raconté ça. Ceux qui avaient plus de sagesse, que c'était possible de le faire, mais que ça a été arrêté
parce que, justement, certains vérificateurs avaient des revenus superflus. OK. Pour moi, c'est du oui-dire. Je peux pas confirmer ça. Je te demande pas de confirmer. Mais j'ai déjà entendu des rumeurs de certaines personnes qui devraient être au courant dans ces années-là, qui pratiquaient, qui me disaient oui, c'était possible, mais il y avait certains vérificateurs, pas tous, je dis pas que c'est généralisé, mais tu en avais certains qui disaient regarde là, ta cotisation, si tu me donnes un petit chèque de 5 000, je vais peut-être la baisser de 10 000. Tu sais, ça négociait. Mais on n'était pas là, malheureusement, nous étions trop jeunes. Je ne dis pas que ça s'est passé. Il y a des légendes urbaines à cet effet. La prochaine, j'ai une autre question qui s'en vient, mais celle-là est plus. Tu l'as entouré, oui. Ouais, j'ai entouré, mais je suis rendu là, moi. Vas-y. Qui, à ton avis. En fait, tu l'as posé un peu en début comme question. Non, pas comme ça. Je pense que tu l'avais posé un peu comme question, mais selon toi, qui est l'administration fiscale la plus dure à gérer? Qui est-ce qui, à ton avis, soit négocie le plus dur ou qui cause le plus de fil à retard dans les dossiers? Mais évidemment, je dirais ça dépend, puis c'est pas une science exacte. Pour ma part, je tiens à préciser que j'ai des bonnes relations avec les avocats à Justice Canada ou les avocats du contentieux de Revenu Québec. Là. Mais pour vous donner un peu de vérification. On n'est pas avec les avocats ici. C'est ça. On est en vérification. Là. Évidemment, ça dépend sur qui on tombe, mais pour vous donner un peu de croustillant, là, je dirais qu'au niveau des divulgations volontaires, mon expérience avec Revenu Québec, c'est que c'est très long, puis que versus avec le fédéral, puis ça peut être plus difficile au niveau du contribuable à gérer en raison de la lourdeur du processus, puis les délais qui sont peuvent paraître interminables au niveau du provincial. Mais au niveau d'un vérificateur, que ce soit au niveau de l'ARC ou de Revenu Québec, il n'y a pas de règle. C'est comparable. Ouais. Je vais te poser la question, Jerry, toi qui pratiques. Lequel est le plus dur à gérer en vérification? Aussi, on va te Monsieur Spot. Je t'avais dit d'entrée de jeu, je pense que Ah non, moi j'ai rien je admis. pense que tu l'avais dit d'entrée de jeu dans ton expérience passée. Non, tu fais de la reformulation, mon avocat est là. J'ai rien dit à cet effet. De manière générale, je trouve que c'est un peu plus difficile de parler aux agents de Revenu Québec. Un petit peu plus difficile de parler aux agents de Revenu Québec. Okay. Lorsqu'ils ont formé une idée ou... disons, lorsqu'ils ont formé une idée ou une perception du dossier, c'est très difficile de changer leur perception, puis ramer d'autres bords, disons. Okay. Donc, de mon expérience maintenant, est-ce que je gère un volume aussi important de dossiers de vérification que toi? Probablement pas. Fait. Je trouve ça l'échantillon est peut-être différent. Est-ce que vous gérez un dossier à la fois? Tu sais, comme tu me disais, je sais pas si c'était le podcast ou celui-là, tu disais, le dossier, tu sais, en fonction d'un taux horaire qu'on charge aux clients. Ouais. Mais est-ce que c'est comme est-ce qu'un coup que je t'amène un dossier, c'est juste ça que tu fais toute la semaine, puis c'est 40 heures là-dessus, ou c'est non, on gère une multitude de dossiers en même temps? Oui, dans ma pratique, c'est une multitude de dossiers en même temps. Donc, c'est pas rare que dans une même journée, au niveau de ma pratique, on va être impliqué dans, par exemple, 5 à 10 dossiers différents. C'est ça. Donc, il y a certains contribuables qui peuvent gérer leur vérification eux-mêmes. Puis, mon implication comme avocat va être après l'émission de cotisation avec lesquelles le contribuable est en désaccord, donc plus au niveau des oppositions, au niveau de la cour. Mais ça peut arriver que, oui, on va traiter plusieurs dossiers dans une même journée pour différents contribuables. Donc, pas juste un seul client dans la même journée. Là, mais il n'y a pas vraiment de règle à ce niveau-là, ouais. Est-ce que tu disais que j'ai des bonnes relations avec le contentieux puis avec la justice? C'est important. Ouais. Oui, je présume. À un certain niveau, parce qu'on s'entend, il doit pas avoir 4000 avocats à la Justice Canada puis au contentieux de Revenu Québec. Là. Fait qu'à un certain niveau, est-ce que vous venez un peu vous connaître puis connaître les styles de chacun des avocats avec qui, puis savoir comment tel avocat, peu importe de quelle administration il est, lui, je peux l'appeler, on peut négocier. Cet avocat-là, cette avocate-là, non, elle oublie ça, on l'appelle, elle veut rien savoir, elle va vouloir aller en cours définitivement. Ouais. Je suis constant de la vérification, je m'excuse, on peut revenir, mais... Au niveau du contentieux, c'est certain que, par exemple, avec Revenu Québec, c'est souvent les mêmes avocats qui reviennent, donc on va se familiariser avec leur personnalité, leur façon de faire.
Ouais, c'est ça. Je dirais donc, c'est souvent les mêmes, là, évidemment. Là, il n'y a pas une multitude d'avocats. Là, ouais. Cette expérience et pratique, j'ai souvent eu des difficultés avec des vérificateurs de Revenu Québec. Par contre, les peu de fois où j'ai été impliqué avec le contentieux de Revenu Québec, il était sa coche. Je peux dire, il y a bien des problèmes avec les vérificateurs des deux administrations fiscales puis les agents d'opposition, mais par contre, rendu au contentieux, où c'est des gens, justement, des avocats qui ont une maîtrise en fiscalité, qui connaissent la jurisprudence, niveau discussion puis argumentation sur des points, quand j'avais à parler avec le contentieux de Revenu Québec, c'était vraiment là, une discussion entre fiscalistes. Et ils sont très difficiles à parler. Parce qu'en vérification, tu ne parleras pas avec un avocat de Revenu Québec. Là. Ils sont trop hot pour ça. Là. Mais quand ça arrive à là, puis qu'ils ont un dossier, qui regarde les faits, puis que tu y parles, tu dis, écoute, voici ce que ton vérificateur fait, voici son point de vue, ça ne fonctionne pas. Et ils sont allumés, puis ils savaient comme, OK, je comprends, non, on n'est pas d'accord, oui, on est d'accord, voici ce qu'on s'en va, tout. La game était complètement différente, un vérificateur versus un avocat. Ça, je leur donne, là. Le contentieux de Revenu Québec, très, très, très... de mon côté, ceux à qui j'ai parlé, très compétents. Je ne vais pas dire qu'ils sont tous compétents, mais ceux à qui j'ai parlé, très compétents. Il y a des excellents avocats, c'est certain. Puis je pense au contentieux des autorités fiscales, autant justice qu'à Revenu Québec. C'est une pratique où il va y avoir un haut volume. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de dossiers. Donc, c'est certain que comme professionnel, c'est très formateur je pense, de travailler là. Mais ça, c'est toute réserve. Je n'ai jamais travaillé au niveau des autorités fiscales. Ouais. Pas une voix que tu... Pas pour le moment, du moins. Surtout avec son employeur qui le regarde. Ça serait pas un bon scoop à amener en ce moment. Comme on est encore dans la phase de vérification, puis qu'on discute encore dans la phase de vérification, tu mentionnais dans le premier épisode, ultimement, que Revenu Québec ou l'ARC ne peuvent pas nécessairement ouvrir la prescription comme ils veulent. Effectivement. Ils sont un peu limités par rapport à ça, puis ils doivent prouver, ultimement, qu'ils ont des raisons de croire qu'il y a une négligence ou faute lourde. Tu me corrigeras. C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils doivent prouver exactement pour pouvoir lever la prescription et aller examiner des années avant la prescription? Parfait. Bien, de façon générale, lorsqu'un vérificateur va vouloir ouvrir la prescription et cotiser au-delà du délai de 3 ans, le vérificateur va préparer un rapport exposant ses motifs pour lever la prescription. Ce qui doit être soutenu, c'est que le contribuable a fait une présentation erronée des faits, d'une part. C'est quoi une présentation erronée des faits? C'est essentiellement une information qui est inexacte. Okay? Donc, on n'a pas besoin de chercher de midi à 14 heures. Là. Donc, le contribuable a fait une présentation qui était erronée des faits, point final. Donc, ce n'était pas exact ce qu'il a déclaré, mais il faut que cette présentation erronée des faits-là soit par négligence. Ce n'est pas la négligence flagrante, ce n'est pas de la faute lourde, c'est de la négligence simple, par exemple, ou de incurie, par exemple. Donc, si on a ce cocktail-là, les deux, le vérificateur va... en fait, les autorités fiscales vont avoir le pouvoir de cotiser au-delà du délai de 3 ans. Si on est toujours dans le délai de 3 ans qui suit l'émission du premier avis de cotisation, même si il y a par exemple, s'il y a une présentation erronée des faits, le vérificateur va pouvoir faire l'ajustement à l'année d'imposition. Il n'aura pas à prouver que le contribuable a fait de la négligence parce qu'on est à l'intérieur du délai de 3 ans. Mais si on dépasse le délai de 3 ans, à ce moment-là, ça va nous prendre la négligence qui est associée à la présentation erronée des faits. Est-ce qu'il peut demander des informations qui précèdent en fait, une année prescrite, puis il demande des informations concernant une année prescrite? Il n'a pas nécessairement fait de rapport pour indiquer qu'il y a de la négligence, mais il demande l'information quand même dans le cadre d'une vérification. Est-ce que c'est correct? Est-ce qu'il y a des limites en tant que contribuable? Est-ce qu'on peut se défendre par rapport à ces demandes-là? Bien, je dirais, la réponse, c'est le vérificateur peut demander des informations qui concernent toute année d'imposition, que l'année d'imposition soit prescrite ou pas. Où il y a une restriction, ça va vraiment être au niveau du pouvoir des autorités fiscales de venir émettre une cotisation par rapport à une année qui est prescrite. Okay. Mais le vérificateur peut poser des questions par rapport à une année qui est 5 ans en arrière, par exemple. OK, mais une présentation erronée, est-ce qu'une erreur de bonne foi peut être considérée comme une présentation erronée? Je donne un exemple. Prends un exemple très, très loufoque. Là. J'avais une dépense de 1098 $ en publicité en 2020 et je me suis trompé, puis dans mes déclarations de revenus, j'ai marqué 1089. Fait que j'ai inversé les deux chiffres. On s'entend,
hey, erreur de bonne foi, j'ai inversé 2 chiffres, ça arrive. Est-ce qu'il pourrait me dire que, ben là, présentation erronée, ça fait 5 ans, mais clairement, c'est de la négligence, t'aurais dû te réviser. Puis, t'aurais dû te réviser. Donc, je réouvre 2020, je viens de cotiser sur peu importe ce qu'il y avait en 2020, même basé sur cette petite erreur-là. Ou à un moment donné, c'est comme, écoute, là, c'est une erreur cléricale, là, on va pas devenir fou avec ça. Une erreur mathématique comme ça, inverser des chiffres, ou ça devrait rencontrer le seuil de présentation erronée. Ce n'est pas exact. Le montant de ma déduction ne correspond pas au montant qui est sur ma facture. C'est une présentation erronée des faits. Ceci dit, est-ce qu'elle est autant par négligence? Donc, pour reprendre un exemple, dans la mesure où le reste de mes postes de dépenses sont à la scène près, puis que c'est vraiment juste un élément, là, un peu une erreur cléricale pour un montant qui n'a pas nécessairement des conséquences drastiques ou astronomiques au niveau de l'impôt, peut-être que ce ne sera pas une présentation erronée des faits qui a été faite par négligence. Là. Donc, ouais. Et le rapport dont tu dis, ou ce qu'ils disent comme il faut qu'il se base sur ce rapport-là, si je le demande au vérificateur, est-ce qu'il est obligé de me le donner? Je ne suis pas certain si le vérificateur a l'obligation de fournir ce rapport-là. Parce que moi, je sais qu'il a déjà refusé de me le donner. OK. S'il y a l'obligation de le fournir au contribuable, mais de façon générale, un contribuable va pouvoir faire une demande d'accès à l'information. C'est ça que j'ai dû faire. Et obtenir la totalité du dossier de vérification, incluant le rapport de vérification et le rapport qui, avec la position pour soulever la prescription ou imposer des pénalités pour négligence flagrante. Oui. Okay. Pour la prescription, j'aurais dernière question par rapport à ça. Puis je pense que c'est quelque chose d'important en pratique, si tu es en mesure de répondre. Parce que pour que le vérificateur puisse aller au-dessus de 3 ans, tu viens d'expliquer, il faut qu'il y ait pour le délai de prescription. Mais ça peut arriver des fois qu'on arrive proche du délai de prescription. Je vais faire un court rappel, c'est quoi le délai de prescription? C'est que normalement, dans les 3 dernières années, les administrations fiscales peuvent modifier les impôts s'ils voient qu'il y a une erreur, quoi que ce soit, à leur guise, sans problème. S'ils veulent aller à plus que 3 ans, c'est ce qu'on appelle la prescription, ben, ils doivent montrer qu'il y a eu une présentation erronée des faits avec une négligence. Des fois, ça peut arriver qu'on est en vérification. Exemple, on est en 2025, ils vérifient 21, 22, 23, parce que 2025, moins 3 ans, bref, ça nous amène à 2021, tout dépendant de quand la fin d'année. Et là, on arrive proche là, que 2021 devienne prescrite. On n'est pas encore, mais proche d'être prescrite. Parce que, bon, si on est un 31 décembre 2021, on a fait notre déclaration de revenus, par exemple, en juin 2022. Elle a été cotisée en septembre 2022. La prescription commence à ce moment-là. Mm-hmm. Fait que j'ai jusqu'à septembre 2025 que 2021 peut être revérifié, puis j'ai aucun recours. Fait que si on arrive proche de la prescription d'une année, d'un exercice, puis qu'il y a encore des discussions, des fois, les administrations fiscales vont demander aux contribuables de renoncer à la prescription. Mm-hmm. Ils vont dire, on aimerait ça, avoir plus de temps pour examiner cet exercice-là, cette année-là. Est-ce que vous acceptez de signer une renonciation? Et ça, c'est tout un peu sensible à l'intérieur. Il y a des bureaux qui vont dire, tu signes jamais une renonciation, c'est à lui de finir dans les délais. Puis t'en as d'autres qui vont dire, ben écoute, ça montre une collaboration de bonne foi. On signe une renonciation, vas-y. C'est quoi un peu ta position par rapport à ça? Je dirais que, comme avocat en litige fiscal, ça va être assez rare là, que je vais recommander à un client de signer une renonciation à la prescription. De façon générale, les clients ne vont pas... Ça peut arriver, là, mais de façon générale, les clients ne vont pas signer de renonciation à la prescription pour bénéficier de l'écoulement du temps et s'assurer que le fardeau de preuve par rapport à la cotisation qui va être émise soit transféré au niveau de Revenu Québec ou de l'ARC. Dans le sens que si la cotisation est prescrite, elle n'est pas présumée valide et le fardeau de preuve par rapport à cette cotisation-là est au niveau des autorités fiscales et non pas au niveau du contribuable si elle avait été présumée valide. Mais je dirais, pour ma part, ça dépend vraiment des faits, mais oui, ça va être assez rare que je vais recommander une renonciation, qu'elle soit signée. Là. Ouais. Très intéressant. En pratique, ce que j'avais vu, c'est qu'il
ils acceptaient de signer. C'était tout dépendant. Il y en a qui refusaient, comme je disais, il y en a qui acceptaient. Ceux qui acceptaient de signer, par contre, mettaient une limitation en disant on renonce à la prescription pour tel exercice pour tel élément. Mhm. C'est par exemple pour les frais de repas et représentation. Fait que tout le reste, la prescription s'applique. Là, c'est juste que vous n'avez pas fini les frais de repas et représentation, par exemple. Fait qu'on vous laisse le temps de checker cet élément-là. Et lorsque la cotisation arrive, puis dans le fond, ce qu'il disait, c'est ce qu'il faisait, c'est qu'il signait la renonciation, puis tout de suite après, il signait la renonciation de la renonciation, donc pour faire casser l'annulation de la renonciation. Puis, il était préparé en même temps. Puis, il disait, mais elle était signée plus tard. Fait qu'il disait, regarde, on te donne la renonciation, mais sache que dans 3 mois, automatiquement, ta renonciation est annulée. D'accord. En fait, c'est 6 mois avant que l'annulation rentre en effet. Le gouvernement, une fois que tu as envoyé l'annulation, 6 mois. C'est ça. Fait c'est ça. Ouais. Fait qu'on envoyait la renonciation puis l'annulation en même temps en disant, regarde, on t'a donné ça pour tel élément, t'as 6 mois. Final bâton. Okay. Une autre... est-ce que ça fonctionnerait juridiquement? On pourrait en rejaser, mais... Mais la perspective du renversement du fardeau de la preuve est quand même intéressante. Oui, je trouve ça super intéressant. La balance des avantages et des inconvénients à renoncer à la prescription, c'est super intéressant. C'est tes notes pour les dossiers que tu parles? Non. En cas de doute, puis on a un peu parlé ça avec le fardeau, en cas de doute, à qui doit aller le bénéfice, toujours dans le cadre d'une vérification? Oui. La jurisprudence est à l'effet que lorsqu'il est question d'imposer un impôt, mais encore plus une pénalité, s'il y a un doute, celui-ci devrait être en faveur de la personne sur qui on veut imposer quelque chose, donc le contribuable. Donc, en cas de doute, de façon générale, le contribuable devra avoir le bénéfice du doute. Tout à fait. Et la dernière que j'ai, ça je vais laisser Jerry avec toutes ces questions de cotisation. La dernière que j'ai pour toi, c'est un vérificateur. Puis encore là, je pense que c'est plus des procédures internes. Fait que je ne sais même pas si tu vas pouvoir me répondre. Chose que j'ai déjà vécue, c'est un vérificateur qu'on n'était pas d'accord sur une cotisation. Okay. Et qui m'a carrément dit écoutez, vous irez vous arranger avec les oppositions, ou si vous n'êtes pas content, ou si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez toujours vous tourner vers les tribunaux. Fait que je trouve que c'est une certaine déresponsabilisation d'un vérificateur qui fait ça et qui amène un fardeau et une lourdeur administrative dans le système qui est déjà engorgé avec beaucoup de causes fiscales. C'est quoi un peu? Est-ce qu'il y a une règle dans la loi de l'administration fiscale, quoi que ce soit, qu'un vérificateur ne peut pas juste cotiser en étant incertain, en disant, écoute, j'envoie le fardeau de déterminer si ta cotisation est bonne ou non à quelqu'un d'autre par ailleurs. Je sais pas si ma question est claire. Je dirais, c'est certain qu'à un moment donné, un vérificateur va vouloir terminer son dossier et transférer le dossier. S'il y a certains ajustements qui sont en litige, transférer le dossier à l'unité cotisante. Et en pratique, ça revient un peu au contribuable s'il souhaite contester davantage, de quitter le canal de la vérification et d'aller au niveau des oppositions. Mais ouais, c'est ça. Mais c'est certain que ultimement, il peut y avoir des cotisations qui sont en litige, qui sont émises, puis le contribuable, s'il souhaite poursuivre la bataille, doit loger un avis d'opposition dans les 90 jours de l'émission de l'avis de cotisation qui est en litige. Là, ouais. Donc, le vérificateur peut dire je t'ai cotisé, arrange-toi avec ton problème. On s'est cotisé, je m'en lave les mains. Ils n'ont aucune conséquence par la suite. Si jamais ça va devant les tribunaux, puis finalement, le contribuable a raison, le vérificateur n'a aucun. Encore, c'est très procédure interne. C'est pas que tu es au courant, mais. Je pourrais pas dire, mais tu sais, dans le fond, le fait pour un contribuable d'avoir gain de cause au niveau des oppositions ou gain de cause au niveau de la Cour, par exemple, donc il obtient une annulation des cotisations, ne lui donne pas nécessairement un droit à des dommages, là, par exemple, en raison de cette situation-là. Tu ne peux pas rappeler le vérificateur. Je te l'avais dit que j'avais raison. Puis, non. Il peut le rappeler, mais en pratique, ça devrait servir pas mal à rien. Là, ouais. C'est bon. En termes d'opposition, dans ton expérience, à quel point le processus d'opposition a été efficace, ou est-ce que c'est un droit qui bénéficie vraiment au contribuable, ou est-ce que c'est pas qu'on va avoir un ou deux épisodes complets sur l'opposition? Fait que là, c'est que la vérification. Que la vérification. Je pense qu'on peut oublier ma question. C'est une excellente question, mais on va en reparler. Il y a beaucoup à dire sur les oppositions. Oui, c'est certain. Là, oui.
séparation de tâches, on en reviendra. Mais c'est... Non, vas-y. OK, donc, je laisse la dernière question. Après une cotisation, Oui. quels sont mes recours? OK, parfait. Ben, après une cotisation, le contribuable a différents recours. Mhm. Le premier, c'est ne rien faire. Hein? Donc, il n'est pas obligé de continuer la bataille. Donc, selon s'il consulte un professionnel, il peut se faire conseiller sur peut-être ses chances de succès de poursuivre la bataille, mais il peut payer la cotisation, prendre une entente de paiement avec le recouvrement. Mais s'il n'est pas d'accord avec la cotisation à ce moment-là, le recours serait de loger un avis d'opposition. Concrètement, c'est quoi loger un avis d'opposition? Donc, il y a un formulaire au niveau fédéral, au niveau provincial, qu'on va transmettre aux autorités et on peut fournir des explications écrites là, à l'extérieur du formulaire où on va référer, par exemple, à certains documents, référer à la jurisprudence pertinente, référer aux articles de loi qui soutiennent notre position et on envoie ça aux autorités. Et ultimement, les autorités vont accuser réception, émettre un numéro de référence par rapport au dossier et le dossier va être transféré à un agent d'opposition qui va venir analyser nos représentations, qui est un peu un genre de juge, si on veut, au niveau des autorités fiscales. Mais sans background en droit. Ben, il peut avoir des avocats, il peut avoir des notaires, des comptables, ça dépend. Ça dépend de la personne, mais généralement, il va avoir une certaine formation. Là. Okay. Cette personne-là va analyser nos représentations, échanger avec nous et ultimement émettre une décision sur opposition qui va pouvoir soit confirmer les cotisations, donc rejeter les prétentions du contribuable, apporter certains ajustements, annuler complètement les cotisations. Donc, il peut y avoir un différent dénouement. Là, ouais. Tu parlais de les options. Est-ce que c'est un peu comme les contraventions routières? Si je paye mon impôt, je suis réputé coupable. C'est quoi, c'est culpabilité? OK. Dans le fond, pardon, le paiement de la cotisation, un contribuable peut payer ces cotisations sous protêt. Donc, essentiellement, je te paie, mais je ne reconnais pas que je dois l'argent. OK. Mais même si sur son chèque, ce n'est pas écrit sous protêt puis qu'il ne fait que payer la cotisation, même s'il y a un avis d'opposition qui est traité puis que la cotisation est en litige pour lui, ça n'équivaut pas à une admission de responsabilité. C'est ça, OK. Fait que c'est pas comme une contravention. Fait que, exemple, quelqu'un qui aurait l'argent disponible puis qui veut éviter les intérêts pénalités, si jamais il fallait qu'il perde, pourrait payer puis quand même aller en opposition. Au niveau d'une contravention, je sais pas, mais... J'ai fait l'erreur, je sais. Écoute, tu payes ta contravention, t'es coupable. En tout cas, au niveau des avis de cotisation qui sont en litige, si on paye, ça peut être une bonne chose pour limiter l'accumulation des intérêts. Ouais, c'est ça, mais ça n'équivaut pas à une admission de responsabilité. Puis un agent d'opposition ne devrait pas voir le paiement du contribuable comme un fait défavorable. Là. Ouais. Parfait. Joe, merci beaucoup de t'être prêté à l'exercice de te faire bombarder de questions littéralement sur les vérifications fiscales. Écoute, la prochaine fois, on va aller... prochain sujet, ça devrait être les oppositions. Si jamais t'es disponible, on regardera avec toi. Et écoute... un gros merci parce que je trouve ça super intéressant puis t'as amené bien des points. Jerry, je te laisse le mot de la fin. Merci d'être prêté à l'exercice. Honnêtement, ça fait vraiment plaisir. On n'est pas si méchant que ça. Non, pas du tout. Puis je vous remercie de m'avoir reçu aujourd'hui. Ça fait plaisir. Donc, merci à tous de nous avoir écoutés également. Puis, bonne journée. Merci.